Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle conférence en ligne organisée par VK, consacrée aujourd'hui à la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, plus connue sous le nom de compétence GEMAPI. Je suis Loredana et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Dominique Garnier, DGS de la communauté d'Erdre-et-Gèvres et vice-président de l'ADGCF en charge du management et des ressources humaines. Monsieur Garnier, bonjour. Bonjour, bonjour à vous, bonjour à tous. Alors, vous allez nous parler aujourd'hui, on l'a vu, de la GEMAPI et du transfert de cette compétence qui sera obligatoire aux EPCI à fiscalité propre à compter du 1er janvier prochain, et bien sûr de tous les enjeux et conséquences en termes de gouvernance, de responsabilité et de financement autour de cette compétence. Compétence dont l'exercice pose encore de nombreux problèmes aux collectivités et territoires concernés. C'est l'occasion aujourd'hui justement de clarifier cette question à partir notamment de votre expérience en la matière, Monsieur Garnier, puisque vous exercez la GEMAPI depuis 2007 sur votre territoire du Grand Ouest. Je profite avant de vous laisser la main pour vous informer justement que les éditions VK vous proposent des solutions à jour et opérationnelles sur la GEMAPI et sur l'ensemble des problématiques liées au transfert de compétences avec la réforme territoriale. En premier lieu, et vous le voyez apparaître sur votre écran, notre service documentaire Gouvernance intercommunale qui décrypte en profondeur le nouveau paysage institutionnel né de la dernière réforme, tout en offrant tous les outils et retours d'expérience pour construire un véritable pacte de gouvernance intercommunale, valoriser l'intérêt communautaire, comprendre et réussir les différents transferts de compétences et mutualisation. Alors sur la partie droite de votre écran du PowerPoint, on vous a affiché un début de fiche pratique justement extrait de ce service documentaire qui concerne précisément ici la GEMAPI. Également, Monsieur Garnier, si vous voulez bien passer à la slide suivante, notre solution intégrale aménagement des territoires qui, elle, regroupe en un seul et unique produit tous nos services consacrés à l'urbanisme et à l'aménagement du territoire, au développement durable, au développement économique local, et à l'intercommunalité. Voilà, il s'agit donc là, vous l'aurez vu, de compléments tout naturels à la webconférence d'aujourd'hui. Et vous pourrez retrouver toutes les informations sur ces solutions documentaires en vous rendant sur notre site VK, donc www.vk.fr, onglet édition, rubrique administration. Alors, Monsieur Garnier, avant de vous laisser la parole, quelques toutes petites précisions pour nos auditeurs sur le déroulement de la session. Au cours de cette webconférence, chers auditeurs, vous pourrez poser vos questions via la fenêtre questions, justement, que vous pouvez voir dans l'interface GoToWebinar qui s'est ouverte sur la droite de votre écran, la petite fenêtre. Monsieur Garnier fera bien sûr son possible pour y répondre à l'issue de sa présentation en seconde partie. Restez donc bien connectés une fois la première partie terminée. Et enfin, je vous informe que cette conférence donnera lieu à un enregistrement qui va être mis en ligne et dont le lien vous sera à tous envoyé par mail dans les jours à venir. Monsieur Garnier, c'est à vous, je me tais et je vous laisse la parole. Merci Loredana, merci. Donc bonjour, je renouvelle mon bonjour à toutes et à tous. Donc tout d'abord, avant de vous parler de la GEMAPI, de vous présenter le déroulement de mon intervention, je voudrais en préalable vous dire que cette intervention ne sera pas celle d'un spécialiste, d'un expert de la GEMAPI, mais plutôt l'éclairage d'un généraliste, un DGS d'Interco que je suis, qui a voulu comprendre les mécanismes de cette GEMAPI pour mieux aborder les enjeux au regard de notre contexte. Ce contexte, c'est le contexte d'un territoire extrêmement concerné par les problématiques de gestion des milieux aquatiques, qui s'est saisi de ce dossier, comme vous l'avez dit Loredana, il y a plusieurs années, en 2008, et qui s'interroge aujourd'hui au vu de ce nouveau dispositif réglementaire en termes de gouvernance notamment. C'est ce témoignage donc, que je vais vous apporter aujourd'hui. Et donc à l'issue de cet exposé, j'essaierai de répondre à un certain nombre de vos questions que j'espère, qui je l'espère ne seront pas trop techniques compte tenu de ce que je viens de vous dire. Alors, quand mon intervention sera en deux temps. D'abord, je passerai un premier temps, sans doute le plus long, pour essayer de décrypter comment moi j'ai décrypté la GEMAPI autour de 5, 6 parties que vous voyez à l'écran. Et ensuite, je vous dirai comment sur un territoire, comme le mien, le territoire d'Erdre-et-Gèvres, nous avons
aborder cette question-là, déjà de la gestion des milieux aquatiques, puisque c'est une compétence que nous avons depuis 2008, et comment, au regard de cette compétence exercée depuis 2008, nous envisageons la gestion de la compétence GEMAPI qui vient additionner à la gestion des milieux aquatiques que nous gérons depuis quelques années, la prévention des inondations et donc le PI de GEMAPI. Tout d'abord, donc, quelques éléments sur comprendre pourquoi on en est là et d'où est-ce qu'on vient pour arriver à parler de cette GEMAPI. Donc, quelques éléments d'historique, un petit retour sur l'historique qui tourne autour de la question du cycle de l'eau. Donc, on sait que les compétences historiques des communes et des EPCI à fiscalité propre sont généralement le petit cycle de l'eau qui recouvre ce que vous voyez à l'écran, c'est l'alimentation en eau potable, l'assainissement et les eaux pluviales urbaines. Concernant le grand cycle de l'eau, l'ensemble des collectivités pouvaient aussi investir des compétences du grand cycle de l'eau et qui concernaient toutes les autres activités qui ne sont pas celles du petit cycle de l'eau, notamment la question des pollutions, la question de l'entretien des cours d'eau, la question des milieux aquatiques et la problématique des inondations. Ce grand cycle de l'eau, cette question du grand cycle de l'eau est codifiée par un article du Code de l'environnement. C'est l'article L211-7 du Code de l'environnement, qui aborde 12 domaines sur lesquels les collectivités peuvent intervenir pour des motifs d'intérêt général ou d'urgence. Donc vous avez ces 12 items, retenez bien ces 12 items parce qu'on le verra tout à l'heure que la définition de la GEMAPI intervient à partir de certains de ces items-là. Donc les items de cet article L211-7 du Code de l'environnement était l'aménagement, le premier item, l'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique. Le deuxième item, l'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau. L'approvisionnement en eau en troisième. La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou de lutte contre l'érosion de sol en quatrième. La défense contre les inondations et contre la mer en cinquième, la lutte contre la pollution en septième, la protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines en septième, en huitième item, la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides, ainsi que les formations boisées riveraines, en neuvième item, les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile, en dixième item, l'exploitation, l'entretien, l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants, en onzième item, la mise en place et l'explosion des dispositifs de surveillance et de la ressource en eau des milieux aquatiques, et enfin, l'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin versant ou un groupement de sous-bassins versants. Donc voilà les 12 items qui étaient régis par l'article L211-7 du Code de l'environnement et qui faisaient la définition du grand cycle de l'eau. Ces 12 domaines sur lesquels pouvaient intervenir les collectivités, je dirais sans justement de précision ou d'exclusivité de compétences, elle le faisait pour deux raisons. D'abord, elle le faisait surtout pour des raisons de motifs d'intérêt général ou des motifs d'urgence. Cet intérêt général, c'est des intérêts qui désignent les intérêts, les valeurs, objectifs qui sont recherchés par la collectivité. Et quand ces intérêts sont menacés par un péril imminent, eh bien c'est là que le motif d'urgence peut être invoqué. Et c'est à ce titre-là que les collectivités intervenaient par toute action de toute nature dans le cadre des 12 items que je viens d'évoquer. Jusqu'alors, il n'y avait donc pas d'échelon local défini pour l'exercice de ces missions, puisque c'était plusieurs collectivités qui pouvaient intervenir sur l'ensemble de ces items de l'article L211-7 du Code de l'environnement. Ce qui faisait que de multiples structures intervenaient pour l'exercice de chacune de ces missions, et que l'on constatait en effet, que l'on constate aujourd'hui encore, une organisation extrêmement différente de la gestion du grand cycle de l'eau sur les territoires, avec parfois, même souvent, des redondances entre les missions de certains de ces acteurs. Dans ce contexte, donc de cet article L211-7 du Code de l'environnement, est apparue la notion de la GEMAPI, donc apparue tout d'abord dans le cadre du dispositif de la loi MADPAM du 17 janvier 2014, qui va dire ce qu'est la GEMAPI, j'y reviendrai juste après, cette loi sera complétée par une deuxième loi qui est la loi NOTRe, qui va rendre obligatoire la compétence GEMAPI, d'abord attribuée aux communes, puis retransférée obligatoirement aux EPCI
EPCI à fiscalité propre à compter du 1er janvier 2018. Et bien, c'est pour ça que cette question nous occupe aujourd'hui. Bien comprendre que dans ces dispositifs législatifs, l'intention du législateur particulièrement était de lutter contre les inondations de manière plus efficace et de manière plus intégrée, notamment en gérant l'amont et l'aval du bassin versant, et en protégeant cet amont et cet aval contre les inondations, et en associant la gestion, la prévention de ces inondations à la gestion des milieux aquatiques, compte tenu des incidences de cette gestion sur la prévention des inondations. Mais retenez bien que la GEMAPI, ça n'est pas que la prévention des inondations, parce qu'on voit bien qu'il y a des choses qui sont liées entre prévention des inondations et la gestion des milieux aquatiques, mais c'est l'intention du législateur était de lutter de manière un peu plus cohérente que ce qui se passait jusqu'alors contre les inondations. Concernant les échéances qui étaient fixées dans la loi NOTRe, à noter qu'il y a tout à fois des dispositions transitoires à ce transfert de compétences GEMAPI aux EPCI au 1er janvier 2018. Tout d'abord, si d'autres personnes publiques compétentes avant la loi, notamment des départements et régions sur des compétences GEMAPI, à ce moment-là, on a jusqu'au 1er janvier 2020 pour exercer pour prendre cette compétence. Et puis concernant la gestion des digues gérées par l'État, le transfert de ces digues devra intervenir au plus tard au 1er janvier 2004, avec un certain nombre de dispositifs qui sont prévus pour rendre effectif ce transfert. D'abord des conventions de modalités qui vont fixer les modalités d'intervention de l'État, notamment les moyens, des conventions qui caleront les transferts de charges compensés liés au transfert de ces digues, la nécessité ou l'obligation de travaux de mise en conformité de ces ouvrages à charge de l'État avant transfert, et enfin l'état des lieux des digues existantes qui est à produire par l'État avant ce transfert. Donc, le dispositif législatif existe, loi MAPAM, loi NOTRe, et donc que recouvre, de par ce dispositif législatif, exactement la compétence GEMAPI. La compétence GEMAPI, elle, en fait, donc, comme je le disais tout à l'heure, il faut partir de l'article L211-7 du Code de l'environnement, et cette compétence comprend les missions qui sont déclinées aux articles 1, 2, 5 et 8 de cet article L211-7 du Code de l'environnement. Tout d'abord, la GEMAPI, c'est l'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique. Qu'est-ce qu'on entend par là? À titre d'exemple, on va retrouver dans cet item, dans cet item, on va retrouver, à titre d'exemple, l'opération de restauration ou d'entretien de rivière, l'aménagement de rives, la végétalisation latérale, les questions d'enrochement, la mise en place de tout nouveau système d'endiguement, de zones de rétention, des études géomorphologiques, etc. Par contre, ce que cela n'est pas a priori, ce sont par exemple les opérations d'aménagement qui n'ont pas la compétence GEMAPI pour but même en milieu humide. Le deuxième item de la GEMAPI, défini par la loi, c'est l'article 2 du code de l'article L207 du Code de l'environnement. C'est donc l'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau. Qu'est-ce qu'on va entendre, par exemple, dans cette définition? D'abord l'entretien du lit et des berges, l'entretien de chemin de halage. Alors ça peut être un point complexe, car sur ce point, il peut y avoir des compétences qui peuvent être liées, quelquefois, à un chemin rural, un sentier de randonnée inscrit à un PDR, voire une compétence de riverain. Or, on va le voir tout à l'heure, les riverains conservent tout de même leur devoir d'entretien. Troisième thématique à traiter par la GEMAPI, c'est l'article 5 de l'article L207 du Code de l'environnement, c'est la défense contre les inondations et contre la mer. Ça comprend par exemple tout ce qui est études, travaux sur les digues, barrages, tout système d'endiguement dont une partie relève des points précédemment mentionnés, et toute intervention sur la submersion marine. Cela ne comprend pas, par contre, la doctrine de l'État considère que, par exemple, la lutte contre l'érosion du littoral n'en fait pas partie. Et alors, il faut se doter d'une compétence complémentaire si on veut l'exercer, au moins par prudence, même si la frontière entre les deux, je vous l'avoue, n'est pas très claire d'un point de vue opérationnel. Et enfin, le dernier item de la GEMAPI, c'est l'article 8 du Code de
de l'article L211-7 du Code de l'environnement. C'est la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides, ainsi que des formations boisées riveraines. Et là, qu'est-ce qu'on entend? C'est la fameuse GEMA, en fait, de la GEMAPI, hein, qui est derrière cet article 8, donc toutes les actions sur les zones humides, la restauration des milieux, etc. Et ce n'est pas, par contre, les espaces naturels sensibles, qui sont qui restent de compétences départementales, ou les zones Natura 2000, qui ne sont pas en milieu aquatique. Donc là encore, on voit bien que même déjà sur un article comme ça, et ce sera le cœur de mon propos tout à l'heure, on a une compétence avec des frontières délicates à opérer. Donc, ces 4 items de la GEMAPI nécessitaient pour être mis en œuvre un certain nombre de décrets d'application qui aujourd'hui sont tous publiés. Vous les avez à l'écran. Un premier décret relatif aux missions d'appui technique de bassin, un décret relatif aux épages et aux EPTB, un décret relatif aux digues, donc un décret relatif au fonds pour la réparation des dommages causés aux biens des collectivités territoriales et leurs groupements, et enfin un texte relatif à la taxe. Ce n'est pas un décret, il y avait une petite erreur, je crois que c'est une circulaire qui est parue par rapport à la taxe. Donc voilà une définition de ce que nous dit la loi, de ce qu'est la GEMAPI. Donc par contre, vous comprendrez bien par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, puisque l'article L207 du Code de l'environnement demeure, c'est que sont exclus de la GEMAPI les autres champs de compétences que j'ai évoqués tout à l'heure, qui continuent donc d'être partagés et donc d'être non exclusives des EPCI. Et on verra bien dans mon propos à la suite de mon intervention que cela peut être problématique en termes de définition de ce que l'on exerce en termes de compétences dans les EPCI ou dans les organismes supra liés à la gouvernance de l'eau. Donc la définition de la GEMAPI donc, pose, au regard de ce que je viens de vous présenter, une véritable problématique concernant, cette problématique concerne l'amplitude de la compétence. En effet, on voit bien, les missions GEMAPI n'ont pas été définies positivement par le législateur, mais elles se définissent essentiellement par la non-appartenance à l'une des 8 autres missions de l'article L211-7 du Code de l'environnement, alors qu'on voit bien qu'il y a des liens, et ne pourrons en citer que quelques-uns, entre maîtrise des eaux pluviales et ruissellement et défense contre les inondations. Maîtrise des eaux pluviales qui est un article qui n'est pas compris, et ruissellement qui est un article qui n'est pas compris dans les articles GEMAPI, et défense contre les inondations, article 6 de l'article L207, qui lui est dû dans la compétence GEMAPI. Autre exemple, aménagement hydraulique qui doit concourir à la protection civile, qui était un article non prévu dans la GEMAPI, et défense contre l'inondation. On voit bien que les frontières, comment dire, entre ces deux interventions sont difficiles et sont à cerner. Donc vraiment, au regard de ce qu'a choisi le législateur de ne pas avoir une définition positive de la GEMAPI, et uniquement de dire ce qu'elle n'est pas au regard de l'article L211-7 du Code de l'environnement, eh bien, un vrai problème de définition de contour de la GEMAPI qui ne facilite pas, on le verra dans l'expérience que j'évoquerai avec vous tout à l'heure, qui ne facilite pas le travail notamment sur la gouvernance. Un petit zoom justement au regard par rapport à la protection contre les inondations, pour montrer que aujourd'hui, quand on regarde ce que nous dit la loi, seuls les ouvrages dont la fonction directe ou immédiate est d'assurer la protection contre les inondations entrent dans le champ de la compétence des communes et des EPCI, donc de la GEMAPI. Toutefois, on voit bien qu'il y a une incertitude sur la notion, ce que je disais tout à l'heure, d'aménagement hydraulique, qui concourt à la sécurité civile, mais qui peuvent aussi concourir à lutter contre les inondations, alors que cette définition est exclue de la définition de la GEMAPI. Mais il faut bien aussi avoir à l'esprit que d'autres compétences du petit cycle de l'eau sont définies par ailleurs et reviennent au bloc local. Bon, je les ai présentés au début de mon intervention: l'eau potable, l'assainissement collectif et non collectif. On sait que l'eau potable et l'assainissement collectif en 2020 seront de compétences EPCI également. La gestion des eaux pluviales
qui se rattachent selon la doctrine de temps en temps à la GEMAPI, d'autres plutôt à l'assainissement de manière globale et la voirie. Donc ça, on voit bien que derrière cette compétence GEMAPI, on va avoir à traiter au niveau de nos EPCI toute la problématique du cycle de l'eau à terme, que ce soit le petit cycle de l'eau ou une partie, et non pas l'exclusivité du grand cycle de l'eau, comme je viens de l'évoquer avec vous. Retenir aussi que le pouvoir de police général du maire, j'y reviendrai, demeure dans le cadre de la GEMAPI, et que le pouvoir il n'y a pas obligatoirement de transfert de pouvoir de police spécial dans ce cadre-là, et qu'il reste aussi un pouvoir régalien de l'État en la matière. Donc, retenir le contenu de cette GEMAPI n'est malheureusement pas précisément arrêté, hein, donc ce qui amène une distinction peu claire entre les compétences du bloc local et les compétences qui restent partagées, des définitions souvent légales aussi qui restent floues. Il faut par contre, donc, une fois qu'on a dit ça, aussi intégrer un certain nombre d'éléments qui sont liés à la loi GEMAPI, notamment intégrer que d'abord, la compétence GEMAPI ou la prise de compétence GEMAPI par les EPCI n'entraîne aucun dessaisissement des propriétaires des cours d'eau et des marais. La GEMAPI ne remet pas en cause les droits et devoirs des propriétaires et syndicats de propriétaires comme les ASA ou les commissions syndicales. Donc des obligations en effet restent attachées à la propriété et donc à ses propriétaires. Donc ils ont encore à leur charge l'entretien des cours d'eau, la continuité piscicole et sédimentaire, la protection contre les inondations pour ce qui est de ces cours d'eau, la gestion des biens autres que GEMAPI. Donc ceci étant dit, cela veut dire que la collectivité compétente à GEMAPI qui ne serait pas propriétaire de ces milieux, si elle veut agir, et on verra qu'elle a quelquefois l'obligation d'agir si elle veut, je dirais, mettre en œuvre les moyens qui permettront de prévenir notamment les inondations, devra le faire et ne pourra le faire que par... Alors, il y a beaucoup de dispositifs législatifs, réglementaires, pardon, qui ont été mis à disposition de la collectivité compétente en GEMAPI, mais elle devra le faire dans le cadre de déclarations d'intérêt général pour pouvoir agir sur ces milieux. Retenir également que, bon, donc aucun dessaisissement des propriétaires du cours d'eau marais, mais que, bien évidemment, cette GEMAPI, elle amène des responsabilités, des risques nouveaux pour les collectivités comme les nôtres qui vont prendre en charge cette compétence-là. Une responsabilité donc nouvelle pour le gestionnaire, c'est que le texte prévoit la mise à disposition de la collectivité compétente en GEMAPI d'un certain nombre d'ouvrages de prévention, contamination, de digues, ce qui implique des responsabilités nouvelles, et cette responsabilité nouvelle est désignée, encadrée de la collectivité compétente en GEMAPI, se concrétise, et c'est ça qu'il faut retenir hein, dans la loi, par une obligation, non pas de résultat, mais une obligation de moyens. Et pour vous faire, pour préciser ce que ça veut dire, je vais reprendre la lecture de cette obligation de moyens qui est codifiée dans un article du Code de l'environnement, c'est l'article 562.8.1 du Code de l'environnement, qui dit notamment que la responsabilité d'un gestionnaire d'ouvrage ne peut être engagée à raison des dommages que ces ouvrages n'ont pas permis de prévenir dès lors que les obligations légales et réglementaires applicables à leur conception, leur exploitation et leur entretien ont été respectées. Donc c'est bien ça qu'on regardera en cas de problème. Est-ce que on a pris toutes les mesures pour mettre en place les moyens qui permettent de prévenir les inondations? Donc notre responsabilité sera engagée à ce niveau-là. Bien entendu, comment dire, cette prise de compétence engendre aussi un risque financier nouveau pour nos collectivités, hein, ou potentiel, en fonction des territoires, en fonction du contexte de prévention d'inondation ou de gestion des milieux aquatiques de chaque territoire. En effet, la collectivité compétente en GEMAPI, elle sera tenue d'intervenir si le motif d'intérêt général ou d'urgence est reconnu. Donc, comment ça se reconnaît un motif d'intérêt général? D'abord, ça dépend, l'intérêt général dépend du projet de la collectivité, des valeurs d'ambition de cette collectivité compétente, des particularités du territoire, des objectifs d'usage qui vont s'imposer à ce territoire, et cela peut générer de nouvelles charges extrêmement importantes hein, que l'on n'identifie pas bien forcément au moment où on va prendre cette compétence-là, par exemple sur les digues, mais je voyais sur notre territoire, on vient de recevoir un courrier du préfet qui nous dit que dans le cadre
mise en place de la nouvelle gouvernance GEMAPI, il souhaite nous présenter le plan d'action opérationnel territorialisé pour la restauration de la qualité de l'eau. Qu'est-ce qu'il y a derrière un plan comme ça? Quelles vont être ces responsabilités, ces charges qui vont nous être imposées par les services de l'État, notamment pour répondre à des obligations de normes européennes liées à cette problématique de la qualité de l'eau. Donc voilà, on sent des charges nouvelles, mais on les imagine et on ne les identifie pas toujours très bien. Donc, ce que nous dit l'État, également, quand on évoque ces problématiques de moyens, c'est que derrière ce transfert de compétences GEMAPI, l'État a prévu une compensation, enfin une possibilité de financement de cette, non pas par transfert de financement, mais par création d'une taxe nouvelle, donc la fameuse taxe GEMAPI sur laquelle je reviendrai plus tard, qui est une compensation proposée pour faire face à ce risque financier. Et on verra les tenants les aboutissants de cette taxe un peu plus tard. Aussi important à prendre en compte, c'est que le risque financier, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a un certain nombre de normes aussi à respecter, de directives à respecter, et que ça peut se traduire, si on ne les respectait pas, par des sanctions pécuniaires de la part de l'Europe. Donc le contenu de cette, bien retenir, donc le contenu de cette compétence GEMAPI doit donc se définir, selon mon sens, territoire par territoire, au regard de tous ces enjeux, de tous ces objectifs. Et c'est bien ce qui s'impose à nous aujourd'hui, si l'on veut prendre en compte et prendre en mesure ce transfert des compétences. Donc pour terminer sur cette première partie de décryptage un peu des textes, je vais passer quelques diapos qui synthétisent un peu ce que je pense être important de retenir de cette définition de la GEMAPI. Tout d'abord, des enjeux forts, donc ça, et ça il faut bien en prendre conscience, et il y a bien quand même une question de gestion des risques, une question de bien entendu d'intérêt du cadre de vie et environnemental derrière cette prise de compétences et de mise en place de la réglementation. C'est une évolution majeure pour nos EPCI parce que d'une compétence qui était facultative, par exemple chez nous elle l'a été, et partagée, devient une compétence absolument obligatoire et ciblée, qui participe d'une problématique globale d'élargissement de la politique de l'eau. C'est une responsabilité juridique et financière nouvelle pour les communes et pour les EPCI à fiscalité propre, qui nécessite d'organiser une nouvelle gouvernance, posant la question du transfert et de la délégation des compétences, et j'y reviendrai aussi un peu plus tard, qui pose la question de l'emboîtement des échelles, et aussi j'y reviendrai tout de suite après, qui intègre un certain nombre d'acteurs et qui sont extrêmement multiples en renforçant le rôle des établissements publics territoriaux de bassin et en créant un nouvel acteur qui est l'EPAGE. Et enfin, qui amène de nouveaux outils pour justement mettre en œuvre cette compétence-là, des outils financiers, la taxe sur la GEMAPI, et des outils juridiques comme les servitudes, la DIG que j'ai évoqué tout à l'heure. Cela se traduit par un petit schéma que vous voyez apparaître à l'écran entre, vous voyez, le bloc supérieur qui est le bloc GEMAPI, avec comment doit-il être géré par le bloc communal, et le bloc inférieur qui est le bloc qui reste hors GEMAPI, qui reste avec des intervenants multiples, et tout ça peut se croiser entre, en termes de compétences, entre ce qui est GEMAPI et ce qui n'est pas GEMAPI. Justement, parlons d'emboîtement, un petit zoom sur la question de l'emboîtement des échelles, sur laquelle je reviendrai notamment dans mon cas pratique, parce que c'est une problématique majeure qui se pose pour notre territoire, comme dans beaucoup de territoires, mais particulièrement chez nous, et vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. D'abord, on a donc trois échelles cohérentes et complémentaires. L'échelle commune que vous, EPCI à fiscalité propre, que vous voyez, c'est l'échelle de base de prise en charge de la compétence GEMAPI. L'échelle EPAGE, établissement public d'aménagement et de la gestion de l'eau, donc lui, c'est une échelle qui prend en charge en fait la maîtrise d'ouvrage local et l'animation territoriale à l'échelle de sous-bassin versant ou d'un groupement de sous-bassin versant. Et enfin, l'échelle EPTB, établissement public territorial de bassin, qui est l'échelle qui prend en charge les missions de coordination à l'échelle d'un bassin versant ou d'un groupement de bassins versants, et plus la maîtrise d'ouvrage de projets d'intérêt commun. Un des enjeux majeurs aujourd'hui autour de cette question de la gouvernance, est bien l'organisation de cet étage entre ce que fait un EPAGE et ce que fait un EPTB. Et
Donc pour financer toutes ces nouvelles compétences, donc je le disais, la possibilité donc offerte par les textes de créer une taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, donc la taxe GEMAPI, on peut l'instaurer dans les EPCI. Alors retenir par rapport à cette taxe d'abord qu'elle est facultative, que ça n'est pas une obligation, qu'elle est plafonnée à 40 € par habitant et résidant dans le périmètre de perception, et qu'elle est affectée, et qu'elle doit être affectée à des objets liés à la GEMAPI et pas, par exemple, à la gestion des eaux pluviales qui ne sont pas dans la GEMAPI. Donc c'est une taxe qui est créée et perçue par la commune ou le PCI à fiscalité propre, qui est payée par le contribuable, plafonnée à 40 € par habitant résidant dans le périmètre de perception et qui finance donc l'exercice de cette compétence, c'est-à-dire tous les travaux de nature à permettre de réduire les risques d'inondation et les dommages causés aux personnes et aux biens. Bien entendre également que le système qui préexistait de redevances pour services rendus pour l'entretien des cours d'eau est lui, quant à lui, supprimé par la création de cette taxe. Donc ce qui ressort de la loi, dans l'esprit du législateur, la GEMAPI est davantage prévention des inondations qu'OGEMA, dans une logique de prévention des risques, et c'est bien la logique du législateur est de mettre en œuvre que toutes les gouvernances qui se mettent en place autour de la définition de la base de la GEMAPI, c'est-à-dire vers attribué à l'EPCI, contribuent ensuite à une meilleure logique de prévention des risques par rapport à ce qu'on a connu par le passé. Que les limites de la compétence de la GEMAPI, j'espère vous l'avoir démontré, mais ce n'est pas une des minces difficultés qu'on a à gérer au jour le jour, et j'y reviendrai dans l'exemple de la communauté, restent très très floues et font l'objet de beaucoup d'interprétations. Donc on pourrait en discuter également pendant le temps de questions-réponses sur quel type de conseil, comment aborder ces questions-là pour rendre les choses un petit peu moins floues. Et c'est vrai que quand on doit expliquer aujourd'hui la GEMAPI, notamment à des élus qui ne gèrent pas cette question-là au jour le jour, ça peut être extrêmement complexe de par ces problématiques d'imprécision des frontières et de contours de cette compétence. Et donc ce que la GEMAPI interroge, bien évidemment, retenez la gouvernance du grand cycle de l'eau, et on va y en venir tout à l'heure, la notion de compétence entre véritablement, puisque on n'a pas de compétence définie positivement, on a juste les articles du Code de l'environnement, donc il faut qu'on éclaircisse ça à partir de cette définition-là. Les questions elle va interroger la question de responsabilité. Je vous ai dit tout à l'heure que la responsabilité du maire en termes de police générale demeure. On a une autre responsabilité en termes de police spéciale, etc. Et derrière, on regardera, quand il y a des inondations ou des dégâts qui sont liés à des inondations, la responsabilité au regard des moyens qui auront été mis en œuvre par les personnes, par les collectivités compétentes en termes de GEMAPI pour prévenir ces risques-là. Et enfin, ça interroge bien évidemment, vous allez voir par l'exemple que je vais vous donner, la territorialisation et la focalisation des échelles de gestion, c'est-à-dire quel est le meilleur niveau pour exercer quoi et quel type de mission dans le cadre de cette GEMAPI et hors cadre GEMAPI, on va le voir également tout à l'heure. Donc ce qui reste inchangé à retenir, donc c'est ce que je vous disais tout de suite, c'est que le maire conserve son rôle de police générale de salubrité de cours d'eau et de conservation des cours d'eau, que les cours d'eau restent la propriété de l'État pour le domaine public fluvial et la propriété des riverains pour l'entretien des cours d'eau non domaniaux, et que sur les riverains, l'entretien des cours d'eau non domaniaux, les propriétaires restant compétents, les collectivités ne peuvent intervenir dans le cadre de la GEMAPI que dans le cadre d'une déclaration d'intérêt général ou dans le cadre d'utilisation de servitudes de droit public. Enfin, qu'au titre de la jurisprudence, les collectivités sont déjà responsables, il faut bien le reconnaître, en cas d'inondation, pour n'avoir pas exercé justement leurs compétences de police générale, que les outils juridiques et les financiers accompagnant la création de la compétence GEMAPI doivent permettre un exercice efficace, on espère, un exercice efficace de cette dernière de nature, en cas d'événement climatique grave, à dégager notre responsabilité ou la responsabilité des collectivités qui sont publiques, qui sont désormais compétentes dans ce domaine de la GEMAPI. Donc, pour aborder la GEMAPI, je dirais que la GEMAPI, c'est un exercice qui doit être un exercice méthodologique.
qui nécessite, et on va le voir dans les exemples que je vais donner sur le travail qui s'est fait sur nos territoires, qui nécessite que on regarde de manière assez rigoureuse le périmètre de la compétence GEMAPI, on regarde ce que nous a écrit la loi aujourd'hui, et ensuite que on va, je dirais, aussi regarder de manière rigoureuse à partir de cette définition de ce périmètre de la GEMAPI, ce que l'on va exercer, ce qu'on va garder au niveau de l'EPCI, et ce que l'on va éventuellement transférer ou déléguer au niveau des échelles supra, que ce soit EPAGE ou EPTB. Cela nécessite, cet exercice méthodologique nécessite de déterminer le champ de compétences potentielles des autres collectivités, parce que départements et régions interviennent aussi sur des problématiques qui se tournent autour du cycle de l'eau, et de l'État, bien évidemment, que ça nécessite de distinguer les compétences GEMAPI des compétences hors GEMAPI, ce qui interroge aussi, je reviens à la question de l'emboîtement des échelles, que je vais vous présenter aussi par rapport à notre exemple tout à l'heure. Donc, cet exercice méthodologique est important. Pourquoi? Parce qu'il a un certain nombre d'impacts, des impacts juridiques qui se traduisent par la révision des statuts des communautés de communes pour clarifier les compétences GEMAPI, les compétences hors GEMAPI, donc définies dans le cadre d'un intérêt communautaire qui continuent d'être exercées ou qui sont nouvelles à exercer par nos EPCI. Des impacts financiers qui sont liés au transfert de compétences, donc de moyens pour savoir comment on va pouvoir exercer cette nouvelle compétence, et des impacts en termes d'organisation du territoire, et je vais y revenir tout à l'heure sur la question des structures de gouvernance qui semblent les plus appropriées au projet de territoire, au projet des différents territoires. Donc voilà terminé ma première partie pour de décryptage de la loi, de ce que j'en ai compris et des enjeux que j'identifie pour nos territoires par rapport à cette loi GEMAPI. Donc moi, la deuxième partie de mon intervention, c'est d'essayer de vous mettre, il me reste à peu près 10 minutes pour vous présenter ça, j'irai assez vite, mais c'est pour donner un exemple de comment un territoire comme celui d'Erdregem, qui déjà a exercé cette compétence-là depuis quelques années, se pose la question, et quelles méthodologies ont été utilisées pour aborder cette question de la GEMAPI sur nos territoires. Bon, quelques diapos d'abord pour vous positionner notre territoire. On regarde la problématique de l'eau, qui est omniprésente, vraiment omniprésente sur notre territoire. Là, vous avez une photo d'un très beau marais qui fait d'ailleurs partie d'une zone Natura 2000, les marais de l'Erdre à Petit-Mare. Donc notre territoire est au cœur de, comment dire, l'eau est au cœur de notre territoire d'Erdregem. D'ailleurs, le nom de la communauté est le nom de 2 cours d'eau. Donc on est sur 2 bassins versants, partagés entre 2 bassins versants, un bassin versant qui dépend du Sage-Vilaine, qui est le bassin versant de l'Isaac, et un bassin versant qui dépend du Sage Loire, qui est le bassin versant de l'Erdre. Donc 9 communes sur 12 sont aujourd'hui dans le bassin versant de l'Erdre, et 4 communes sur 12 sont aujourd'hui dépendantes du bassin versant de l'Isaac. Donc, quelle était notre situation, ou quelle est toujours notre situation avant la loi, avant la prise de compétence GEMAPI? Donc, il faut savoir que nous, on a un territoire donc partagé, donc comme je vous l'ai dit, entre 2 bassins versants. Donc en 2008, les communes avaient décidé de nous transférer un certain nombre de compétences liées à l'eau et les milieux aquatiques, que je vais vous décrire tout à l'heure. Donc ce transfert de compétences a été fait en 2008, et à partir de ce transfert de compétences, on a géré les choses différemment entre les 2 bassins versants, puisque on a transmis une compétence animation à un syndicat mixte qui s'appelle le syndicat mixte Eden, qui va gérer des problématiques d'animation autour du bassin versant de l'Erdre, et on a retransféré une compétence animation et travaux à un autre syndicat mixte qui est situé, lui, quant à lui, sur le bassin de l'Isaac, et donc sur le Sage-Vilaine, qui se dénomme le syndicat de l'Isaac.
Notre compétence aujourd'hui, donc dans ce cadre, ça c'est le cadre qui est le nôtre aujourd'hui. Notre compétence aujourd'hui, elle était rédigée comment? Donc elle est rédigée de la manière suivante, hein, la communauté de communes exerce au lieu et place des communes membres une compétence au milieu aquatique qui comprend la participation et l'élaboration et la révision au suivi des sages, une compétence animation et une compétence travaux, qui comprend l'entretien, la restauration et l'aménagement des cours d'eau, des bassins versants du territoire, à l'exception de tous les travaux de curage de fossés, en bord de voirie, des travaux hydrauliques connexes aux restructurations foncières et des travaux d'ouvrage d'art sur les cours d'eau. Donc on voit bien déjà que derrière cette écriture, on va mélanger un certain nombre de compétences qui sont GEMAPI et des compétences qui ne sont pas GEMAPI et il va nous falloir éclaircir les choses. Sur le bassin de la Loire, je disais donc que nous adhérons à un syndicat qui est le syndicat Eden. Donc je vous ai mis à l'écran les éléments du statut et ce que recouvre la notion d'animation qu'on confie à ce syndicat, parce que vous voyez que dans ce syndicat, donc, il y a une compétence obligatoire qui est la compétence animation qui se déroule à vos yeux, et il y a aussi une compétence optionnelle qui est la compétence travaux. Donc sur ce bassin versant, nous n'avons transféré que la compétence animation à ce syndicat, et on a gardé la compétence travaux pour l'aménagement l'entretien et l'aménagement des cours d'eau sur ce bassin versant des Lernes, et vous verrez tout à l'heure que ça pèse. Alors pourquoi? C'est parce qu'on considérait on avait des enjeux extrêmement importants en termes de travaux de restauration de zones humides sur nos territoires, et que l'on souhaitait en maîtriser intégralement la réalisation. Donc on a souhaité garder cette compétence. Par contre, l'animation, et là on voit bien que déjà, même sur les questions d'animation, on va traiter des questions qui sont à cheval entre la GEMAPI et la non-GEMAPI. Également sur le bassin de Loire, on a une autre collectivité supra auquel on adhère, qui est le syndicat Loire-Aval, qui lui a en charge la coordination, une mission générale en lien avec la commission locale de l'eau, qui est liée à tout ce qui est suivi, évaluation, coordination, action de communication liée au SAGE, et avec des délégations possibles que l'on n'a pas aujourd'hui activées sur les études, les travaux, l'ouvrage d'installation qui présentent des caractères d'utilité à l'échelle du périmètre du SAGE ou à l'échelle de sous-bassin versant. Donc voilà une forme que l'on organisait sur un des bassins versants, celui de l'Erdre lié au Sage Loire, et sur le bassin versant de l'Isaac, donc le sous-bassin versant de l'Isaac et donc le bassin versant de l'Erdre, on a donc adhéré à un autre syndicat mixte à qui on a confié, par contre, et vous le voyez à l'écran, les études, l'animation, mais également les travaux nécessaires à la préservation, l'aménagement, la restauration, l'entretien de la qualité de l'eau des milieux aquatiques, et de la qualité de l'eau. Donc on a transféré l'intégralité de cette compétence-là, parce que pour nous, c'est une compétence, les travaux, le territoire est peu concerné, vous avez vu, il y a 4 communes sur 12, peu concerné, les enjeux étaient peu importants, et des enjeux de travaux peu importants sur ce territoire-là, ce qui nous a poussé à transférer cette compétence-là donc à ce syndicat. Donc pour gérer cette compétence, comment on est organisé au niveau de la communauté pour gérer cette compétence au milieu aquatique? Donc voilà l'organigramme un peu des missions de service au milieu aquatique, donc qui a des missions d'études que vous voyez, qui vient notamment sur la question de l'inventaire des zones humides et des cours d'eau, notamment, alors pour information, nous sommes aussi compétents dans le domaine de l'urbanisme en termes de PLUI, donc c'est aussi des liens qui se font aussi entre PLUI et inventaire des zones humides, des études préalables au bassin versant de l'Erdre amont. En termes de travaux, donc on a géré un important contrat de restauration des milieux des marais de l'Erdre en amont et maintenant en aval, à restauration d'un port. Donc l'animation territoriale qui est faite pour le compte des communes, mais aussi où on traite la relation que l'on a avec le Sage Loire et le Sage Vilaine et les différents syndicats auxquels on adhère, et un conseil, une mission de conseil d'assistance de service là extrêmement importante dans le cadre des dossiers de loi sur l'eau, de mesures compensatoires, notamment parce qu'on a un certain nombre de compétences d'aménagement et on aide aussi les communes dans ce domaine-là
pour les assister. Donc on a un responsable de service, un technicien rivière et 2 agents saisonniers qui sont liés à l'arrachage de la Jussie. Donc quelques éléments financiers par rapport à ce que représente l'exercice de cette compétence-là pour nous aujourd'hui. L'inventaire des zones humides qui a été financé par la communauté a coûté 130 000 € en 2012. Les études préalables au bassin versant, voilà, environ 100 000 €. Et puis une restauration de port, ça nous a coûté 500 000 €. Et tout ce qui est contrat de restauration de mine, vous voyez, là, l'enjeu est très très important, puisqu'on a 4 millions sur les marais de l'Erne et 2,5 millions sur l'Erdre. Donc voilà, ça c'est pour vous montrer un peu l'enjeu que représente sur notre territoire la gestion des milieux aquatiques avant la question de la GEMAPI. Donc aujourd'hui, pour terminer assez rapidement, parce que je vois que le temps passe, les questions qui se posent à nous, qui se sont posées à nous, qui se posent à nous toujours, c'est la répartition des compétences GEMAPI entre les choix entre les différents bassins, l'articulation de la compétence GEMAPI entre PCI, syndicat de bassin versant, EPTB, EPH, mais ça on l'a dans tous les territoires, la notion de garantir une cohérence de l'action d'ensemble, la rationalisation des structures, alors ça vaut moins peut-être sur le bassin de la Loire, mais plus sur le bassin de la Vilaine, où on a beaucoup de syndicats de bassin versant ou de sous-bassin versant, et la question de la rationalisation avant d'adhérer par rapport à l'adhésion à l'EPTB, ça se pose aujourd'hui. Et puis pour nous, la question majeure, c'est aujourd'hui, vous voyez bien qu'on regarde la compétence, nous on avait la compétence GEMA, dont une partie était gardée sur le bassin de la Loire chez nous, et une autre sur le bassin de la Vilaine, enfin d'Isaac, on l'a donc transféré. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec le PI qui vient en plus pour nous de la GEMA? Est-ce qu'on fait le GEMA plus, est-ce qu'on gère la GEMA plus le PI, ou est-ce qu'on continue à gérer la GEMA sans le PI en déléguant le PI à des structures supra telles que les syndicats mixtes auxquels on adhère? C'est toute la question et l'enjeu qui se pose aujourd'hui à nous. Et par rapport au financement de la prévention des inondations, les questions qu'on se pose, c'est que signifie concrètement la compétence de prévention des inondations? Ça nécessite une véritable étude diagnostique d'enjeux sur nos territoires. Et j'y reviendrai peut-être dans les questions, mais aujourd'hui, j'estime, moi, que ce travail n'est pas fait et qu'on réfléchit beaucoup aux questions de gouvernance sans se poser la question du projet et de ce que doivent porter les différentes institutions avant. Donc si on ne travaille pas on travaille plus l'outil avant le projet, et à mon avis c'est extrêmement problématique. Donc quels sont les moyens à mettre en œuvre pour exercer la prévention des inondations, quels sont les enjeux inondations, je viens de dire, et puis derrière la question de la taxe, moi je la mets toujours après toutes ces questions là, c'est-à-dire que la taxe n'a d'intérêt que pour, je dirais, comme un outil financier pour porter un projet. Or, c'est bien la problématique du projet qui reste à poser. Et aujourd'hui, on est plutôt en train de regarder les questions de gouvernance ou d'affectation des compétences entre la GEMAPI et le hors GEMAPI, sans se poser, sans avoir tous les éléments qui permettent de poser le projet et de vérifier ensuite, quelle est la structure la plus adéquate pour porter le projet et avec quel type de financement. Et donc, faut-il instaurer ou pas la taxe GEMAPI? Aujourd'hui, moi, je serais tenté de vous dire que sur mon territoire, il n'y a pas d'intérêt d'instituer la taxe GEMAPI tant qu'on n'aura pas clairement un PPI consolidé entre ce que l'on doit porter, nous, au regard de nos propres enjeux qui resteront à gérer sur notre territoire et des enjeux qui seront portés par les organismes supra. Donc voilà, Loredana, je pense que le temps approche de la fin de la conférence. Donc, ce que je vous propose, parce que j'avais après dans le document que vous aurez, j'ai redéfini, j'ai donné quelques exemples de méthodologie justement de réflexion sur la gouvernance des bassins versants, que ce soit celui de la Loire ou celui de l'Eden, celui de la Vilaine, qui montre surtout que pour appuyer ce que j'ai dit tout à l'heure sur la méthodologie qui me semble extrêmement importante et qui ne peut pas être une méthodologie copiable d'un territoire à un autre. Elle pose bien la question, elle doit bien se poser en fonction des problématiques qui se posent à nous. Mais surtout, je voulais les diapos que
je passe après, montre que c'est un travail qui quand même demande un vrai état des lieux, un vrai travail de donc accompagné ou pas accompagné, mais sur notre territoire on a été accompagné par des bureaux d'études, mais un vrai travail de structuration de scénario, un vrai travail de pédagogie, d'explication avant de prendre des décisions, et que ce travail prend du temps. Et que je serais très inquiet sur des territoires qui n'ont pas commencé à amener cette réflexion-là au jour d'aujourd'hui. Parce que sur un territoire comme la Vilaine, par exemple, et c'est ce que je démontre par ce schéma-là, on a commencé en avril 2016 et vous voyez qu'on était en janvier 2017, on n'avait pas, et on n'a pas encore terminé. On n'a pas encore terminé, on n'a encore pas terminé ou défini la gouvernance qui va être définie demain. Donc voilà. Pour terminer, dernière diapo, ben voilà, pour nous, deux solutions. Nous, on est certaines sur les solutions qui se présentent à nous en fonction des différents bassins versants. Surtout, je voulais illustrer le fait que quand on dépend de plusieurs bassins versants, on n'est pas obligé d'avoir des solutions uniques par bassin versant et qu'on peut les adapter. Et je pourrais répondre à des questions qui pourraient se poser d'ailleurs par rapport à ça tout à l'heure. Donc nous, on va vers sur l'ISAC à avoir un syndicat qui va gérer et la GEMA et le PI, hein, comme aujourd'hui on lui confie la GEMA et demain on va lui confier le PI, que sur le bassin de l'Erdre, on irait peut-être vers conserver la GEMA, ça c'est pratiquement assuré, et sur le PI, elle va se poser la question de la confier à l'organe supra ou de la conserver, tant qu'on n'y verra pas très clair, je dirais, sur le plan de travaux ou d'actions qu'il y a à mettre en œuvre dans ce domaine. Donc voilà pour ma présentation. La dernière diapo était de dire que bien évidemment, mais je l'ai déjà dit en début de mon intervention, que tout ça, toutes ces actions liées à la GEMAPI, toutes ces réflexions tournent aussi autour bien d'autres problématiques qui sont les nôtres aujourd'hui, mais pas seulement sur nos communautés, mais chez nous, tout ce qui est lié au PLUI et au schéma directeur d'assainissement d'eau pluviale, puisqu'on est en train de faire un PLUI et qu'en parallèle, on conduit aussi les schémas directeurs d'assainissement d'eau pluviale, que le transfert de la compétence assainissement et ce schéma d'assainissement d'eau pluviale interfèrent aussi et qu'on est en train de mener une grosse étude sur notre territoire pour prévoir ce transfert de compétences intégrant ces éléments-là, et que la question de l'inventaire des eaux humides se repose à nouveau, notamment depuis la jurisprudence du Conseil d'État, dont je n'ai plus la date, là, qui a modifié un petit peu les critères de définition des zones humides, dans le cadre notamment et nous, dans le cadre de nos PLUI, on doit réinterroger aussi cet inventaire des zones humides, donc montrer qu'on est bien dans une globalité. Voilà. Et donc pour vous aider à travailler sur ce sujet-là, moi je vous ai mis en lien un certain nombre de ressources documentaires, dont une qui me semble extrêmement importante sur l'extranet du ministère de l'écologie, qui notamment, dans lequel vous trouverez une foire aux questions sur les questions de la GEMAPI, qui est extrêmement bien faite et qui répond à beaucoup de questions extrêmement techniques sur cette question-là. Enfin, les notes juridiques de la DCF, et puis un très bon guide pratique fait par l'agence de l'eau à Dourgaronne en juin 2016. Voilà. Merci de votre écoute. Merci beaucoup, Monsieur Garnier. Alors, bon, je vais reprendre la parole puisque j'ai déjà reçu, entre-temps, vous vous en doutez, un certain nombre de questions. Donc, bon, écoutez, je ne vais pas traîner, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet par rapport à ces questions, si vous le voulez bien. Oui, bah, j'espère juste que je pourrai y répondre. Ah oui, bah, écoutez, on fait ce qu'on peut, tout le monde sait que c'est du direct et que, évidemment, ça n'est pas préparé, donc... Écoutez, je vous pose la première et puis vous me dites. Alors, est-ce que cette compétence peut s'exercer par bassin et via un syndicat mixte? La compétence GEMAPI. Oui. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que le socle de base, c'est donc la compétence est transférée à la communauté, enfin aux EPCI. Donc après, cette compétence peut être soit gardée intégralement par le PCI, soit transférée ou déléguée. Alors on pourra revenir aussi peut-être sur la question de transfert ou de délégation, mais qui dit transfert de compétences, elle peut être transférée intégralement à un syndicat
un syndicat mixte. C'est ce que j'évoquais d'ailleurs dans notre cas de figure, c'est ce qu'on envisage de faire sur le bassin de l'Isaac, où aujourd'hui la compétence GEMA a été transférée intégralement à ce syndicat mixte, et demain on envisage peut-être dans un des scénarios de transférer intégralement la compétence GEMAPI à ce syndicat mixte. Tout à fait. Merci beaucoup. Là, j'ai une question sur le transfert des ouvrages. Donc, concernant les conditions de transfert des ouvrages appartenant à l'État, en fait, il y a plusieurs questions en une. Quelle est la date de transfert? Faudrait-il un état des lieux avant transfert? Et en cas de travaux d'urgence après état des lieux, qui fait et qui prend en charge ces travaux? Alors justement, je l'ai évoqué un petit peu en début de mon intervention par rapport à la question des dérogations. Sur justement les transferts d'ouvrages de l'État, le législateur a prévu un délai pour transférer la gestion des digues qui sont aujourd'hui gérées par l'État jusqu'au 1er janvier 2024. Et justement parce que on le voit bien, ce transfert est sans doute le plus problématique. Alors, je m'excuse un petit peu parce que je connais moins ces problèmes-là, mais juste pour répondre de manière un peu synthétique, mais je pense qu'il y a des documents dans ce que j'ai évoqué tout à l'heure qui répondent bien, qui peuvent répondre de manière un peu plus précise à cette question-là. Mais d'abord, le transfert ne se fait pas, d'abord doit définir avant le transfert. Il y a des conventions qui sont prévues pour définir avant le transfert les modalités d'intervention de l'État avant le transfert sur ces digues, que des conventions sont prévues pour identifier les charges qui vont être transférées et comment les compenser par l'État. Donc ça, c'est un travail, c'est pour ça qu'on a donné jusqu'au 1er janvier 2024 pour faire ce travail-là, que dans la négociation avec l'État, il y a discuté des travaux de mise en conformité des ouvrages à charge de l'État avant ces transferts, c'est-à-dire pour récupérer des ouvrages qui sont en bon état, et que l'État a bien un état des lieux des digues existantes à produire dans le cadre de ce transfert. Donc là, il faut rentrer en négociation avec l'État dans le cadre du dispositif législatif qui est prévu pour justement faire ce travail d'inventaire, d'identification des charges et pour obtenir des digues qui soient en bon état et notamment parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les responsabilités ensuite en termes de moyens de moyens sont extrêmement importantes et s'imposeront aux EPCI. C'est noté, merci beaucoup Monsieur Garnier. Je passe tout de suite à la question suivante comme on est un petit peu pris par le temps. Cette fois qui porte sur la taxe, vous avez évoqué la taxe GEMAPI à un moment de la présentation. Est-ce que cette taxe doit être votée tous les ans et à quelle période? Alors, elle peut être, alors d'abord, elle doit être votée avant le 1er octobre de chaque année. Alors c'est vrai qu'il y a des questions qui se posent en disant aujourd'hui est-ce qu'on peut la voter pour l'année prochaine puisque la compétence n'est qu'au 1er janvier 2018. Donc déjà par rapport à ça, pour voter cette taxe, il faut être compétent dans le domaine de la GEMAPI. Donc il faut que les statuts soient au carré par rapport à ça. Donc après on la vote chaque année avant le 1er janvier. Et elle peut être évolutive. Je pense que aujourd'hui, c'est pour ça. Moi, je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui créer cette taxe-là. Enfin, la loi permet de le créer à tout moment, mais sans savoir véritablement à quoi elle va servir. Donc, ça renvoie vraiment à la question du projet de territoire et de qu'est-ce qu'on va avoir à financer avec ces taxes-là, parce qu'on peut prévoir des montées en puissance pour financer les travaux que l'on a à faire. Et donc, en effet, faire coller le montant de la taxe à prélever avec le plan de financement que l'on a à couvrir derrière. Et donc, ça c'est pas forcément, ça peut se faire bien évidemment avec une montée en puissance en fonction année par année. J'ai une question qui est d'ailleurs peut-être un peu complémentaire à celle-ci. A priori, il faut faire voter le principe de créer la taxe GEMAPI avant le 1er octobre 2017 pour pouvoir voter 2 ans plus tard, par exemple, une taxe par habitant. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la taxe doit être créée avant le 1er octobre de l'année N-1 pour pouvoir être appliquée au 1er janvier de l'année N. Donc là, si on voulait créer une taxe pour le 1er janvier 2018, il faut qu'elle soit créée avant le 1er octobre 2017. Ok.
Alors, je Mais passe à... Oui. ça pose la question de... par contre, il faut bien comprendre que pour pouvoir être créé, il faut être compétent dans le domaine de la GEMAPI. Mm. Donc ça veut dire qu'il faut que les statuts de l'EPCI qui va créer cette taxe-là soient au carré par rapport aux compétences GEMAPI. Puisque cette taxe-là ne peut couvrir que des dépenses qui sont liées à la GEMAPI. Mm. Alors, une toute autre question. Avez-vous conventionné avec les syndicats mixtes pour organiser les actions que vous avez en commun? Alors, on n'a pas conventionné avec les syndicats mixtes. Alors ça, c'est derrière cette question-là se pose aussi, enfin, j'en profite pour rebondir sur la question de transfert ou de délégation de compétences. Puisque c'est souvent une question qui est posée à la MAPI, est-ce qu'on peut transférer, quelle est la différence entre transfert de compétences et délégation de compétences? Dans le cadre d'un transfert de compétences, si on transfère une compétence intégralement à l'EPCI Supra, donc à un syndicat mixte, on n'a pas de convention à passer, puisque c'est les statuts qui vont gérer comment dire, qui vont gérer l'exercice de la compétence par le syndicat mixte. Par contre, dans le cadre d'une délégation de compétences, on peut en effet déléguer une partie des compétences à un syndicat mixte. Et là, on est bien dans un cadre conventionnel, strictement conventionnel. Par contre, on ne rentre pas dans la gouvernance du syndicat mixte. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien imaginer un EPCI qui a les compétences GEMAPI et qui délègue une partie des compétences GEMAPI à un syndicat mixte dans le cadre d'une convention. Donc, sans en faire partie, on est dans le cadre des délégations de compétences qui sont possibles. Mais là, du coup, elle ne fera pas partie, elle n'intégrera pas la compétence de ce syndicat mixte. Oui, mais justement, j'avais une question qui est arrivée plus tard, qui reprend un peu ça, qui était mieux vaut-il transférer ou déléguer les actions GEMAPI aux syndicats qui exercent actuellement certains des items? euh, J'aurais une réponse de Normand par rapport à ça. Ça dépend vraiment de du projet et enfin du projet de la collectivité. Je dirais qu'aujourd'hui, si on veut véritablement peser dans la gouvernance d'un syndicat, il faut transférer les compétences, parce que qui dit transfert de compétences dit après adhésion au statut, et dit donc participation à la gouvernance, aux choix qui sont faits. Donc ça c'est une des options. La délégation de compétences, elle est pour comment dire, elle va entraîner, je dirais, une relation conventionnelle entre le PCI et le syndicat mixte, mais pas une relation de partenaire institutionnel, entre guillemets. Donc, ça veut dire que c'est une espèce de prestation de service, en fait, entre guillemets, qu'on va confier à ce syndicat mixte. Et donc, dans une logique de cohérence de bassin versant, d'action globale sur un territoire pour gérer la problématique du cycle de l'eau, ça pose quand même quelques questions. Et puis ça pose aussi l'autre problématique, c'est que aussi quand on transfère une compétence de manière globale à un syndicat, si on a du personnel qui gère cette compétence-là, on va transférer un transfert automatique du personnel. Dans le cadre d'une délégation de compétences, il n'y a pas du tout cette problématique-là n'est pas du tout abordée. Merci. J'ai une question assez précise là. Êtes-vous sûr qu'il faille définir un intérêt communautaire de la compétence GEMAPI par l'EPCI FP? Alors moi, la réponse est assez claire. On n'a pas à définir d'intérêt communautaire de la GEMAPI. Alors oui, c'est vrai que dans mon diapo, il y a une petite erreur. C'est que la GEMAPI, elle est définie par les quatre items de l'article L207 du Code de l'environnement. Donc à partir de ce moment-là, puis avec nous, on a une réflexion d'ailleurs sur nos modifications au statut. Aujourd'hui, pour ne pas poser de problème d'écriture de statut, on n'a pas posé la question qu'est-ce qu'il y a derrière cet article-là. Il suffit de reprendre un copier-coller de ces articles-là pour dire la communauté de communes ou la communauté d'agglomération exerce les compétences et le 1, le 2, le 5 et le 8 du Code de l'environnement. Par contre, ce qui reste hors GEMAPI, c'est pour ça que je parlais de la question tout à l'heure de bien définir ce qui est GEMAPI et ce qui est hors GEMAPI et qui peut des fois être à cheval entre les deux, les questions d'animation, etc. Là, la question de l'intérêt communautaire, elle peut se poser. Notamment, je pense que si je reprends la question de la prévention des... Je prends un article exact là, sur la lutte contre la pollution, qui n'est par exemple, qui n'est pas
qui n'est pas une compétence GEMAPI. Aujourd'hui, on pourrait très bien définir l'intérêt communautaire de cette compétence-là, ce qui reste du ressort de la commune, ce qui peut être du ressort de la communauté, et ce qui pourrait être du ressort d'une structure supra. Donc là, il y a bien à définir l'intérêt communautaire. Mais par contre, on n'est pas obligé. Alors ça aussi, en termes de conseils, enfin, moi, aujourd'hui, on voudrait tout régler au 1er janvier 2018. Là. Je pense qu'il faut, si on veut être pragmatique et quand on est pris par le temps, régler les problèmes les uns après les autres. C'est-à-dire que déjà, ce qu'on est sûr d'être compétent, c'est sur les compétences, les 4 items GEMAPI. Donc il faut déjà se mettre au carré de nos statuts et exercer cette compétence-là, soit l'exercer, soit la retransférer ensuite, comme j'ai dit tout à l'heure. Sur d'autres compétences qui ne seraient pas GEMAPI, soit elles sont exercées aujourd'hui par les communes ou les EPC, et la question se pose de comment on va les exercer demain, et on est prêt à intégrer ça dans la réflexion, soit on n'est pas prêt, et il vaut mieux ne rien faire, et à attendre après, on peut toujours redéfinir l'intérêt, modifier les statuts ultérieurement pour compléter de compétences hors GEMAPI les compétences des communautés et redéfinir et travailler sur la question de l'intérêt communautaire. Très bien, merci beaucoup. Bon, on me répond que c'est plus clair. Je vous en prie. Alors bon, on va arriver à la fin, on va prendre encore quelques minutes parce que j'ai encore des questions, mais alors, est-ce que votre communauté a délibéré pour désigner des délégués représentants dans les syndicats? Alors oui, sur les syndicats, ce sont des syndicats existants, donc on a en effet délibéré, puisque alors nous, la particularité, c'est que comme on a eu déjà ce transfert de compétences en 2008, donc l'adhésion à ces syndicats-là se fait depuis cette date, puisqu'on a, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, on a retransféré un certain nombre de compétences à ces syndicats-là depuis cette période-là. Donc nous, on a déjà délibéré pour définir nos délégués aux syndicats. Ça n'est pas forcément le cas pour tous les collectivités qui ne gèrent pas aujourd'hui cette compétence-là et qui vont avoir à prendre la compétence GEMAPI au 1er janvier 2018. Une question sur la région, a-t-elle défini sa politique en termes de gestion de l'eau? Et si oui, quels sont les grands axes et les financements? La réponse est non. Puisque non, mais là on va rentrer justement à mon sens, c'est le SRADET qui doit couvrir toutes ces problématiques là, comme beaucoup de problématiques, y compris les déchets. Enfin, ça couvre beaucoup de choses, et aujourd'hui en Pays de la Loire, le SRADET vient juste, sauf erreur de ma part, n'est même pas prescrit ou va juste être prescrit pour une adoption en 2018. Donc c'est dans ce cadre là que la discussion devra avoir lieu avec la région. De nouveau, une question sur délégation et transfert. Y a-t-il une différence en termes de responsabilité de l'EPCI, justement, entre délégation et transfert? Ah. C'est une question un peu... je pense qu'il y a une différence. Mais je prendrai un joker par rapport à ça. Je pense qu'en effet, il faut l'affiner. Peut-être que dans le document que j'évoquais tout à l'heure, vous pourrez retrouver cette réponse-là, la foire aux questions que j'ai évoquée des services de l'État. Donc la foire aux questions qui est en ligne, c'est ça? Oui, tout à fait. Moi, je pense que, comme ça, après, à partir du moment où quand on transfère une compétence, on transfère certaines responsabilités, puisque comment dire, on demande à un établissement supra d'exercer, donc d'exercer des actions à notre place, et donc d'en assurer la responsabilité. C'est-à-dire qu'on transfère véritablement le programme qui permet de montrer je dirais que l'obligation de moyens, on transfère l'obligation de moyens à ce syndicat mixte. Quand on est en délégation de compétences, à mon avis, non. Parce que là, on utilise un organisme comme si on était un peu, le parallèle, enfin, c'est pas de la prestation de service, mais c'est un petit peu comment dire, pour illustrer mon propos ou expliquer mon propos, on lui délègue, mais la compétence, puisqu'on n'a pas transféré, la responsabilité, elle demeure au niveau de l'EPCI. Moi, je crois qu'il y a une grosse différence quand même entre transfert en termes de responsabilité. La délégation, je pense qu'on garde beaucoup plus de responsabilités qu'en transfert. Merci beaucoup. Alors malheureusement, je vais passer à la dernière, parce que là, on a déjà bien dépassé le temps
ont disposé. Alors, les travaux sur les ouvrages d'art des cours d'eau ne sont-ils pas une compétence intégrée à la compétence entretien voirie? Faut-il donc l'exclure également du règlement voirie ou est-ce une compétence que la communauté de communes peut conserver? Là, c'est une question, c'est tout ce que... Je n'ai pas de réponse précise par rapport à ça. Attendez, je reprends juste Je vous en prie. un petit point par rapport à... Pour voir si... Oui, parce que c'est vrai que c'est l'ouvrage d'art qu'on évoque là, qui est sur un cours d'eau. Oui, tout à fait. Alors, oui, donc ça c'est là c'est assez délicat parce qu'on est sur l'article 2 en fait de l'article 207 sur l'entretien et l'aménagement des cours d'eau. Alors qu'est-ce qui est de l'aménagement, l'entretien des cours d'eau? Je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure. Tout dépend de la fonction de cet ouvrage d'art. Là aussi, je vais avoir une réponse mais là, c'est plus mon approche à moi, parce que soit c'est un ouvrage qui ne sert que la voirie, ou soit véritablement, il a un véritable usage hydraulique, cet ouvrage. Et à partir du moment où il y a un usage hydraulique, on peut considérer qu'il est en partie touché par la GEMAPI. Je dirais que ça fait partie des points qui sont vraiment... ça aurait été plus clair que le législateur nous dise les ouvrages d'art sont concernés. Enfin, quand je parlais de non-définition positive de la compétence GEMAPI, voilà à quoi aboutit ce type ça aboutit à ce type de questionnement, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il n'est, qu'est-ce qu'il n'est pas. Donc aujourd'hui, je serais tenté de dire que si on veut pour être pragmatique, si on veut que cet ouvrage d'art soit pris en compte dans le cadre de la GEMAPI. Après, s'il y a un autre usage, il y a un travail à faire avec la collectivité qui porte la voirie, de conventionnement ou de répartition un peu des charges par rapport à l'usage que forcément on ouvre la voie à la question conventionnelle et forcément à la négociation, et c'est sans doute pas satisfaisant comme type de réponse par rapport à la question qui est posée. Mais aujourd'hui, je pense que ce type de question amène ce type de réponse, c'est-à-dire qu'on n'a pas c'est pas aussi clair que ça. Si ça pouvait être aussi clair que ça, ce serait mieux. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Garnier. Effectivement, tout n'est pas limpide, et c'est bien tout le problème autour de cette question-là. Mais ça, on l'aura très bien compris. Alors, on arrive à la fin, malheureusement, tout le monde l'a vu, on a même dépassé le temps qui nous était imparti pour cette webconférence. Je sais qu'il y a encore et toujours des questions malheureusement sans réponse. Donc, ce que je vous propose, et Monsieur Garnier, si vous voulez bien passer à la toute dernière page de ce PowerPoint, c'est que l'on continue à vous accompagner au travers d'un service VK, notre service VK Ligne Expert, qui vous permet de poser toutes vos questions réglementaires par téléphone à des experts du secteur public et d'obtenir tout de suite une réponse. Pour plus de détails sur ce service VK Ligne Expert ou sur les services dont je vous ai parlé et que je vous ai présenté en tout début de webconférence, je vous invite une fois encore à vous rendre sur notre site www.vk.fr ou à prendre contact directement avec la relation clientèle au 01 53 35 17 17. Je vous remercie tous et toutes pour votre participation active au cours de cette webconférence. Vous étiez très nombreux à nous suivre et à vous intéresser aujourd'hui à cette question. Évidemment, encore un immense merci à Monsieur Garnier pour cette présentation. C'était un plaisir. Et je vous donne à tous rendez-vous très bientôt pour une prochaine webconférence en vous souhaitant un très bon appétit, un très bon après-midi et un très bon week-end. Au revoir, à bientôt. Merci également, au revoir. Au revoir.